Alors merci beaucoup. Donc on est ravis d'être là et de vous parler de l'Alliance thérapeutique. Alors c'est vrai que nous on a pris le parti d'une part de faire cette présentation ensemble parce que comme tout ce qu'on fait, bien sûr le contenu est important, mais le process et la façon de le faire est aussi fondamental. Et donc dès qu'on peut mettre de la pratique collaborative, soignants, patients, voilà, on le fait comme ça, donc, vraiment. Topo en alliance. Voilà, donc on est dans l'alliance. Et on s'est dit que, vu le programme, on allait vous présenter, nous, une partie très pratique de l'alliance thérapeutique. Et on s'est posé la question de comment on faisait toutes les deux sur le terrain, en pratique. Et on va vous montrer un peu des pistes et une boîte à outils pour améliorer cette alliance thérapeutique. En tout cas, c'est des choses que nous pratiquons, que nous avons essayées et qui, à notre avis, marchent. Alors Irène, peut-être que tu te représentes. Oui, alors donc je suis Irène Picot-Philippe, je suis bénévole à l'AFPRI, l'Association française des polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques, depuis une dizaine d'années. C'est une association qui est membre de France Assos Santé et que je représente au plan national et au plan local en Finistère, où j'habite. Sinon, je fais partie d'une équipe d'éducation thérapeutique du patient polypathologique au fin fond du Finistère, vers la Pointe du Raz, donc dans une maison de santé pluriprofessionnelle. Donc patients polypathologiques, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires et diabète de type 2, qui ne sont pas les pathologies dont je suis moi-même atteinte, puisque moi je suis atteinte d'un rhumatisme inflammatoire chronique qui s'appelle le rhumatisme psoriasique. Et enfin, je fais partie d'une association qui s'appelle l'AFPS, l'association de formation au partenariat de soins. Donc c'est une association qui regroupe des patients et des soignants formateurs. Et nous faisons ensemble de la formation initiale et de la formation continue auprès des professionnels de santé. Donc aujourd'hui, j'ai choisi parmi mes activités celles qui étaient en rapport avec le thème de l'alliance thérapeutique. Moi je dis bravo, on peut l'applaudir. Elle est formidable. Attends que ce soit fini. Donc moi je suis Lucie Cabrejo, je suis médecin neurologue à l'hôpital Bichat à Paris. Je suis militante TP, coordinatrice de 2 programmes d'éducation thérapeutique, l'un pour les patients avec un accident vasculaire cérébral et l'autre pour les patients avec la sclérose en plaques. Je suis aussi responsable médicale de l'unité transversale d'éducation thérapeutique sur 4 hôpitaux, Bichat, Beaujon, Bretonneau, Louis Mourier. Et je fais partie aussi du comité engagement patient des hôpitaux Bichat et Beaujon. Et donc je suis aussi militante partenariat patient, engagement patient, comme vous voulez. Voilà. Merci. On peut l'applaudir. C'est bien de se faire applaudir avant de commencer notre topo. Après, c'est pas sûr. Voilà. Donc on a essayé d'être vraiment très, comme je vous disais, très pratique. Et on s'est dit, on va essayer de représenter ça sous la forme d'une boîte à outils, même si c'est un peu réducteur, mais c'est juste pour la présentation, hein. Bien sûr, vous allez comprendre. Et donc, on s'est dit, voilà, notre boîte à outils pour améliorer l'alliance thérapeutique, on voulait vous parler de 4 pistes principales, et à chaque fois, on va vous donner des outils qui nous semblent pertinents. Bien sûr, l'éducation thérapeutique, vous êtes tous des pros de l'éducation thérapeutique, donc on ne va pas, bien sûr, vous expliquer l'éducation thérapeutique, mais on va faire un focus sur des thématiques transversales, justement, qui nous semblent vraiment pertinentes pour améliorer cette alliance thérapeutique. Donc la consultation, la littératie en santé et la philosophie. On va parler bien sûr du partenariat patient, ça c'est fondamental. La prise de décision partagée, on en a un petit peu... ça va bien faire la suite avec ce qu'on a évoqué ce matin. Et on va vous parler aussi de la simulation en santé, qui est vraiment une thématique, une piste qui nous semble essentielle. Alors, notre challenge, on s'est mis un petit challenge dans notre étoile, c'est de vous faire découvrir sur ce topo au moins un outil que vous ne connaissez pas. Donc, vous nous direz si on a réussi. Alors, donc on va d'abord commencer dans notre boîte à outils pour vous parler dans le champ de l'éducation thérapeutique sur des focus sur des thématiques particulières. Et donc on va cibler la consultation, la littératie en santé et puis la philosophie. Alors, déjà, on en a parlé ce matin sur
le fait qu'il y a une négociation en fait, qui doit avoir lieu au cours de la consultation. Et finalement, avec ce constat que très souvent, les patients sortent de consultation en ayant la sensation de ne pas avoir eu les réponses qu'ils auraient attendues de cette consultation. Donc en fait, surtout quand c'est des consultations avec des spécialistes qu'ils ont attendu pendant des semaines et des mois, et ils ont beaucoup d'attentes. Et puis, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, et hop, ils sortent. Et puis, en fait, vraiment une sensation de vide, de se dire, c'était pas du tout ça que j'attendais. Alors, est-ce que les questions, c'est est-ce que ça vient du patient qui a mal formulé ses demandes? Est-ce que ça vient du médecin qui les a pas bien entendues? Et bien finalement, ça va être aussi à chacun de jouer son rôle. Et moi, en tant que patiente, je me dis qu'en ETP, on est là aussi pour aider les autres patients à aider le soignant à ce qu'ensemble, ils convergent vers une décision partagée. Donc l'idée, c'est donc d'améliorer la confiance en soi du patient, l'adhésion à sa prise en charge, et puis peut-être qu'il ait des outils pour faire aller le médecin vers une direction qui correspondrait plus à ce que lui ressent. Parce qu'en fait, on en a parlé ce matin, tout à l'heure, il y a ce que le patient ressent. Donc voilà. Donc j'ai proposé, parce que j'avais monté 2 programmes en rhumato à Marseille avant d'arriver en Bretagne, et dans lesquels j'avais proposé cet atelier Optimiser sa consultation. Et donc là, je l'ai transposé quand je suis arrivée en Bretagne, et donc je l'anime avec une infirmière. Donc on se base sur cet outil qui est une vidéo qui s'appelle ETP en scène, où on voit un médecin et un patient. Vous pourrez la découvrir, et chacun avec ce qu'il a en tête, et puis ça colle pas à la fin. Et donc en fait, moi, l'atelier, je propose l'animation comme ça. Je divise en 2 groupes. Un groupe qui va réfléchir sur les attentes du patient, mettre des post-it, les attentes, une attente par post-it. Pareil dans le groupe soignant, entre guillemets. Donc ce sont des patients qui essayent de se mettre à la place du soignant. Et ça aussi, c'est important. Ça va aller jusqu'à, pour moi, ça va bien au-delà de cet atelier. Ça va être aussi penser à cette vulnérabilité qu'il peut y avoir chez le soignant et éveiller les patients à ça aussi. Et donc le groupe des patients qui va remplir les post-it avec les attentes supposées pour eux du soignant, et après on mutualise ces réflexions, et il y a des attentes communes, et donc on va travailler comme levier avec ces attentes communes, et puis il y a les freins qui sont les attentes divergentes, et on va travailler sur comment les faire évoluer pour essayer d'arriver vers une certaine forme de convergence et de compromis. Voilà. Et après on discute sur la manière dont les patients qui sont présents à l'atelier déjà optimisent leur consultation. Voilà, donc ça c'est ce que je propose en ETP. Donc il y en a qui font ce type de thématique sur travailler sa consulte, parce que c'est quand même un enjeu important dans la maladie chronique. Donc c'est super, merci. Ouais. Donc on vous encourage vraiment à développer ce type de thématique. Et donc là, comme outil, la proposition, une petite vidéo que vous pouvez visionner, en tout cas donner aux patients, pour commencer justement à ouvrir l'espace de discussion sur ce sujet. Alors, ensuite, la littératie en santé. Donc, ETP et littératie en santé, c'est finalement, cette question de la littératie en santé, c'est un enjeu majeur. Il va falloir vraiment qu'on s'en empare tous. C'est vraiment un axe, je pense, majeur et prioritaire dans tout ce qu'on fait et dans le travail qu'on propose. Et l'idée donc de cette littératie, alors ce que je trouve super, c'est que la littératie en santé, mais vous savez, il y a la littératie numérique, informatique, juridique. En fait, c'est un monde incroyable quand on commence à s'intéresser à la notion de littératie. Moi, par exemple, ma littératie juridique est quasi nulle. C'est quelque chose de dingue. Et en fait, il y a vraiment un espace d'apprentissage énorme. Donc en santé, on est sur les connaissances, la motivation et les compétences qui permettent d'accéder, de comprendre, d'évaluer et d'appliquer de l'information dans le domaine de la santé
pour, et c'est ça l'objectif, se forger un jugement et pour pouvoir prendre une décision en termes de soins de santé, de prévention et de promotion de la santé. Tout ça, bien sûr, dans le but de maintenir et promouvoir sa qualité de vie tout au long de son existence. Donc, vous voyez bien l'enjeu derrière. Et bien sûr, on voit bien qu'il y a vraiment des inégalités, que ça peut être très, très différent, et qu'il y a des facteurs individuels, sociaux, environnementaux qui vont vraiment influencer cette littératie en santé. Et on sait, il y a plein d'études qui l'ont montré, qu'il y a un lien direct entre la littératie en santé et la santé. Donc, vraiment, et de toute façon l'ARS, enfin, tout le monde, voilà, le met vraiment en avant, et pour les années qui viennent, nous demande à tous les acteurs de l'éducation thérapeutique d'essayer vraiment de promouvoir et d'améliorer ce niveau de littératie en santé. Et donc voilà, ça c'est sous la forme de schéma qui peut permettre aussi d'expliquer aux gens ce qu'on va proposer et comment ça va se présenter et quel est l'objectif de ce travail autour de la littératie en santé. Et donc, dans les outils très simples qui peuvent vous aider déjà à vous mettre sur cette thématique, si ce n'est pas déjà le cas, il y a le questionnaire FCCHL, on vous a mis les références, qui est un petit questionnaire très simple qui est validé en français, de 14 items, qui va évaluer en fait le niveau de littératie chez l'adulte, sur 3 dimensions, dimension fonctionnelle, interactive et critique. Et ça va permettre déjà de se faire un peu une idée du niveau de littératie de la personne. Et donc, par exemple, c'est un outil simple à mettre en place qu'on pourrait, par exemple, mettre au niveau du BEP, du bilan éducatif partagé, et qui permettrait déjà de se faire un peu plus une idée des niveaux de littératie des patients qui participent au programme. Et bien sûr, on verra si des actions sur ce niveau de littératie permettent d'augmenter le niveau. On vous a mis aussi un article référent sur les interventions en littératie en santé et éducation thérapeutique, que je vous conseille aussi de lire. Et puis le rapport sur la littératie en santé aussi, qui détaille cette thématique. Une façon simple, moi, que j'ai commencé à mettre en place, c'est déjà d'essayer d'obtenir, quand on parle de médicaments, d'obtenir les articles Princeps sur les médicaments, d'essayer de les avoir en français, pour pouvoir, quand les patients le demandent, leur proposer de lire l'article concernant le médicament. Alors ça semble très simple et évident, mais en fait, je me rends compte qu'il y a très peu d'articles qui sont en français sur les médicaments. Et finalement, c'est assez compliqué d'avoir accès à ce type d'informations pour les patients en français. Donc moi, maintenant, systématiquement, au laboratoire, je leur demande s'ils peuvent faire l'effort de faire des traductions en français. Je pense que si déjà on s'y mettait tous, on aurait cette documentation à proposer beaucoup plus facilement aux patients, pour les aider à prendre une décision par rapport à un traitement, ou en tout cas une meilleure connaissance du médicament. Pour ce qui est des recherches bibliographiques, c'est de conseiller toujours, bien sûr, tout le monde va sur Internet, évidemment, c'est normal, et donc, mais de quand même conseiller de passer plus par Google Scholar que par Google de base, donc aller voir des articles, plus du côté scientifique que du très grand public, quand on va avoir des infos qui soient plus fiables. Et puis la recherche bibliographique aussi par le moteur de recherche LISA, qui est intéressant parce que ça répertorie que des articles en français aussi. Et donc on peut chercher par pathologie et aller donc chercher des infos et des articles de recherche sur la maladie ou sur les médicaments. Et bien sûr donner les bons sites de médicaments officiels, de pharmacos européens, etc. Donc essayer d'informer déjà et de donner les bons sites aux patients. Ce qu'on a mis en place, et c'est un exemple pour vous montrer ce qu'on essaye de faire. Après, voilà, il y a plein de choses à faire, mais nous, on a monté un programme d'éducation thérapeutique. L'ARS, pour l'instant, on est en négociation. En tout cas de pratiques éducatives sur la littératie en santé. Et donc on s'est réunis à plusieurs UTEP, et là c'est pour ça que c'est un petit peu innovant et qu'on sort un peu du cadre, mais pour proposer des ateliers sur la littératie en santé, en numérique, donc en visio uniquement. Et donc on a, au fil de l'eau, depuis en fait la crise Covid, on a monté ce programme, et là on est à la 4e session, et le but est de parler en fait des articles scientifiques, du lexique, de la compréhension du système, et de discuter aussi la mise sur le marché des médicaments et aussi de la vaccination.
On est parti en fait au départ d'un constat que vous avez tous vécu au moment de mars 2020, crise Covid, un certain professeur, et des études qui sont discutées sur BFM TV 24 heures sur 24, où on parle avec des mots, avec du lexique scientifique sur les études, on parle des revues, de leur impact factor, enfin voilà, on est, de façon grand public, toutes les revues scientifiques sont apparues comme ça, et avec toute la méthodologie sur BFM TV. Alors moi j'ai trouvé ça absolument extraordinaire, mais vraiment il n'y a pas d'autre mot. Et du coup on s'est dit, tant qu'à faire, partons de ça, puisque tout le monde est au courant, partons de ça, et prenons un exemple, un article de ce fameux professeur, et allons voir ce qu'il y a dedans, et allons discuter. Et donc on a construit nos ateliers comme ça, avec la polémique sur la chloroquine au départ. On a profité en fait de cet environnement propice pour aller chercher les gens sur un sujet qui finalement nous concernait tous, et nous concerne tous, puisque maintenant on va beaucoup plus parler maintenant des vaccins sur le Covid, et donc ça aussi, qu'on soit pour ou contre, et tout le monde est intéressé par le sujet. Donc ces ateliers, donc on les a appelés Ressourcez-vous. Donc on a fait, vous voyez, ça c'est une petite plaquette, mais du coup l'idée c'est qu'on va aborder aussi comment je fais une recherche bibliographique, comment se construisent les études, puisqu'il y a toujours la même présentation, la même méthode, comment je lis un article en fait, quel est le lexique, et puis on va avoir aussi, parce que c'était une forte demande, comment est mis sur le marché un médicament et un vaccin, donc on va parler de la vaccination Covid, et on va travailler en sous-groupe, ça reste de l'ETP, on travaille en sous-groupe et on va réfléchir le pour, le contre, etc. Donc, nous, on trouve que c'est important et que ça marche bien. Et l'idée, c'est de le développer et d'ouvrir au maximum de personnes. Les patients rentrant dans le programme deviennent, s'ils le souhaitent, des co-animateurs pour les sessions suivantes. Voilà, c'est un peu le principe. Alors, dans le troisième point, dans notre gros chapitre éducation thérapeutique, très rapidement, un focus sur la philosophie, parce que je trouve que c'est un angle qui est intéressant, et je pense que ça peut vraiment renforcer l'alliance thérapeutique, d'aller sur des thématiques qui soient un peu pas de côté. Enfin, voilà, on y arrive différemment. Et donc nous, on propose un atelier sur le bonheur. Plus exactement, c'est Ai-je en moi le pouvoir d'être heureux. Alors cet atelier sur le bonheur, évidemment, il peut s'adresser à tout le monde, et on y trouve tous des infos. Et puis là, on le présente aussi sous l'angle avec la maladie. Et on a toujours une co-animation d'une prof de philo, Patricia, que vous voyez en photo, qui est directrice d'une maison d'édition de livres de philosophie, et Brieux, qui est un patient partenaire et qui est aussi directeur d'une maison d'édition où il fait aussi des livres de philo. Donc ça, c'est la rencontre, un peu l'alchimie, qui fait que du coup, il co-anime donc ces ateliers, et c'est Brieux qui permet aussi de faire toujours le lien avec la maladie. Et on réfléchit aussi à comment, malgré la maladie, je peux augmenter en fait mon bonheur au quotidien. Et en fait, il y a plein de choses à faire. Des petites choses, mais qui sont très importantes. Et on va parler des notions de joie, sérénité, plaisir, et comment on va travailler là-dessus. Et donc, je pense que c'est vraiment important de proposer des choses un peu différentes. Ça permet aussi à certaines personnes de venir à l'ETP, alors que venir parler de ses troubles cognitifs ou de sa sexualité, peut-être pas, ils n'ont pas trop envie, ou en tout cas ça leur fait peur. Parler du bonheur, peut-être que c'est un moyen aussi d'y arriver. Alors si on revient dans notre boîte à outils, pour améliorer l'alliance thérapeutique, maintenant on va vous proposer le partenariat patient. Alors là c'est un gros sujet, et je te laisse. Voilà, donc c'est un gros sujet, et que Marie et le professeur Lalo ont commencé à évoquer ce matin. Donc en fait, on est parti déjà de la prise en compte des objectifs et préférences du patient, et on évolue. Donc au départ, on disait tout à l'heure, pendant des dizaines d'années, la relation du patient au médecin était basée sur une posture paternaliste du médecin,
qui s'est appuyé après-guerre sur l'explosion de la recherche scientifique et sur la médecine basée sur les preuves. Donc en fait, c'était vraiment le médecin qui a l'expertise et qui est tout sachant, et le patient qui est vraiment soumis en fait aux préconisations, voire aux injonctions du médecin, et finalement qui ne pose pas de questions. Et c'est vraiment le sida, en fait, la crise du sida et les associations de patients liées au sida qui ont fait évoluer les choses dans les années 80, parce que là, avec les patients militants des associations de patients atteints de sida, il y a eu une évolution parce qu'ils ont demandé à ce que la particularité psychosociale liée à leur maladie soit prise en compte dans leur parcours de soins. Et c'était vraiment pour eux un élément dont on ne pouvait pas se priver. Et ils ont fait évoluer les choses pour que, au lieu que ce soit pour le patient, au lieu que ce soit vers le patient, ça soit pour le patient. Donc en fait que le médecin et l'équipe de soins, parce que là c'était déjà quand même plus dans un esprit d'équipe, puisque les patients atteints de sida, avec les infections opportunistes, etc., ça mobilisait plusieurs spécialités, avec les conséquences psychosociales dont je parlais, etc. Donc, toute cette équipe de soins avait un objectif commun qui était d'améliorer la vie du patient atteint de sida. Donc cette posture-là, cette approche centrée, elle s'est déclinée de manière beaucoup plus large ensuite. Et là, depuis une vingtaine d'années, c'est vraiment le Canada qui a été innovant dans ce domaine, en ayant encore une nouvelle approche qui bouscule un peu, dans laquelle le patient va faire partie intégrante de l'équipe de soins. Donc, avec, ça peut être très pratique, mais ça peut être aussi dans les apports, la reconnaissance de ses savoirs expérientiels, mais aussi de ses savoirs académiques, puisqu'il se forme. Donc, il va faire partie de l'équipe de soins qui l'entoure, et c'est maintenant en pratique, puisqu'il y a des patients, on parlait tout à l'heure des patients soignants, et bien maintenant il y a des patients qui font partie d'équipes soignantes à proprement parler, d'équipes d'éducation thérapeutique, il y a des patients formateurs, et là ce mouvement en fait qui est parti du Canada, et le modèle de Montréal est vraiment le fondamental dans ce mouvement. Ce mouvement maintenant se décline en Europe. Il est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Voilà. Alors, du coup, dans le monde dans ce modèle de Montréal et l'équipe du CHU de Montréal, donc c'est Marie-Pascale Paumet, ils ont mis au point un outil que je vous invite à aller voir, qui s'appelle l'outil Cadicé. Je ne sais pas si vous le connaissez. Elle le met à disposition. Elle est OK pour qu'on l'utilise, ou qu'on s'en inspire en tout cas. Et donc, l'objectif, là, c'est un outil qu'ils ont mis au point pour que le patient puisse évaluer, en fait, après une consultation. Et il va évaluer plusieurs critères. Et je trouve que c'est très intéressant de les lire et de lire les questions. Il va évaluer donc la confiance, l'autonomie et la prise de décision, le partage de l'information, l'adaptation au contexte de vie, l'empathie et la reconnaissance de votre expertise. Et en fait, ce qui est super dans ce... Je ne dis pas qu'il faut l'appliquer et qu'il est applicable directement comme ça chez nous, mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez l'aller-retour dans le questionnement du côté du patient, mais du côté aussi du boulot du professionnel. Et en fait, c'est assez percutant de se rendre compte à quel point nous, professionnels, on ne le fait pas. Et à quel point on est loin, en fait, de ça et de ce questionnement-là.
Et aussi, à quel point les patients peuvent être loin aussi de ces questions-là, parce qu'on leur a jamais posé les questions, finalement, ça ne fait pas partie de l'espace de discussion. Et notamment l'adaptation au contexte de vie, quand on demande à un patient, parce que je l'ai testé dans le service, et quasiment systématiquement, quand je demande aux patients, est-ce que la proposition ou la prise en charge qu'on a faite dans le service s'adapte à votre contexte, de vos conditions de vie, ben en fait, ils ne savent absolument pas de quoi je parle. Ça n'existe tellement pas, le fait qu'on puisse s'adapter. Alors, voilà, donc c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est très intéressant. Voilà, donc, allez le voir, et je trouve que c'est vraiment pertinent. Ouais. Et puis, pour vous montrer, donc, les fameux groupes de patients partenaires, là, donc, on vous a montré... on a l'équipe Bichat-Beaujon et l'équipe de Brest. Donc, vous voyez, ça vit, ça... Hein, ça essaime. Ouais, c'est ça se construit. Alors ça demande du temps, ça se structure. C'est pas facile, mais c'est là. C'est clairement là. Alors, on nous reste 15 minutes. Alors, dans notre boîte à outils, pour améliorer l'alliance thérapeutique, on a mis la prise de décision partagée. Alors ça aussi, quand on commence à s'y intéresser, c'est un domaine hyper vaste. C'est hyper intéressant. Et là aussi, on en est, je crois, très très loin. Donc, c'est pour ça qu'on en parle un tout petit peu. L'idée, bien sûr, c'est d'informer les personnes des avantages, mais aussi des inconvénients, des options disponibles. C'est parler en termes d'options et d'aller voir toutes les options. Et ça, je ne crois pas, enfin, en tout cas, moi, on ne me l'a jamais appris. Jamais. Et on va ensuite préparer les personnes à discuter de ces options. Parce que c'est déjà bien de savoir qu'il y a plusieurs options disponibles, mais après, comment on en discute avec des professionnels de santé pour aider les personnes à choisir une option qui respecte leurs priorités. Alors là, on est aussi, je pense, assez loin dans nos pratiques de ça. Il y a des formations, donc là je vous ai mis la formation AFDET, moi je l'ai suivie, c'est 2 jours sur la prise de décision partagée, et moi j'ai appris beaucoup de choses. Et puis sinon les boîtes de décision, donc évidemment au Canada ou en Suisse, il y a des boîtes d'aide à la décision qui existent, moi je ne savais pas, j'ai découvert ça. Donc là, je vous en ai mis 2, mais il y en a plein d'autres. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut faire exactement ce qui a marqué là, parce que c'est très poussé comme réflexion sur une décision. Mais en même temps, il y a des décisions qui sont tellement graves dans le soin que c'est normal de prendre du temps pour y réfléchir. Et ce sont des outils donc, qui permettent d'aller vraiment au fond de chaque option, et d'aller voir si on a eu l'information nécessaire, etc. Donc moi, je vous encourage déjà, pareil, à aller voir ce que c'est, et vous allez vous rendre compte du fossé. Ensuite, un petit questionnaire qui est utilisé pour la prise de décision partagée, le test Shure, donc qui est très simple à mettre en place, et que, par exemple, pourquoi pas à mettre dans un BEP, ça pourrait être... pour une évaluation de la prise en charge ou de la décision du médicament, etc. Ça peut être intéressant de commencer à l'intégrer, et c'est des petites choses à changer dans nos pratiques petit à petit, par des petits pas qui vont nous permettre d'aller vers une amélioration de cette alliance thérapeutique. Dans notre boîte à outils, pour améliorer l'alliance thérapeutique, on a mis toutes les deux, bien sûr, la simulation en santé, parce qu'on adore ça. Et là aussi, c'est un énorme champ qui va s'ouvrir à nous, et je vous conseille vraiment d'aller lire, d'aller pratiquer, d'aller voir, parce que c'est vraiment très intéressant. On va vous parler de 2 choses, les jeux de rôle, puisque ça fait partie bien sûr de la simulation en santé, donc les jeux de rôle, et la réalité virtuelle. Alors dans les jeux de rôle, on va vous parler de la formation à la simulation relationnelle à la faculté à Brest. Et puis, moi, un tout petit mot sur les ateliers de conversation difficiles qu'on a mis en place aussi. Et ensuite, un petit mot rapide sur la réalité virtuelle. La simulation en santé, du coup, elle est, donc, c'est un outil en fait, qui est en fort développement en santé, mais qui finalement, pour l'instant, est très peu développé en éducation thérapeutique. Il reste tout à faire. Il y a un référentiel qui a été fait, qui est super, très complet, consensus avec les recommandations pour l'utilisation de la simulation en santé en éducation thérapeutique. Donc déjà, c'est une bonne base de départ, un gros travail qui a été fait. Et puis après, si ça vous intéresse, il faut se former. Et pour se former, globalement, là, il y a 2 gros, en tout cas en Ile-de-France, c'est Illumin's ou Lab4Sims, qui peuvent vous proposer des formations qui sont assez courtes et qui sont, nous on a testé les 2 et qui sont bien. Ou bien sûr, on ne parle absolument pas d'éducation thérapeutique, puisque ça n'existe pas. Là, on est vraiment dans le champ de la simulation en santé.
Et puis, donc, ce qui est proposé, c'est surtout donc, des évaluations de compétences principalement techniques actuellement, et puis il y a quand même aussi une évaluation un peu des compétences non techniques, donc les compétences relationnelles. Mais ce qui est très intéressant dans toutes ces pratiques-là, c'est qu'on fait travailler les pratiques collaboratives. Et puis, pour l'instant, le patient, dans le monde de la simulation en santé, il est plutôt standardisé, c'est-à-dire que c'est un comédien qui est donc rémunéré pour jouer le patient. Pour l'instant, c'est ça, mais je pense que les choses changeront. Et c'est à nous aussi de faire changer les choses. Et donc là, ouais. Mais du coup, c'est vrai que c'est vraiment actuellement surtout pensé par et pour les soignants. Et quand on arrive et qu'on dit, et alors les patients quand même? Alors là, ils ne comprennent pas. Non mais en fait, ça ne rentre pas du tout dans l'histoire. C'est complètement dingue. Bon, je force un peu le trait parce qu'il y a des gens qui s'ouvrent un peu, mais voilà. Donc il y a quand même encore un gros travail à faire, mais la grande chance qu'on a, c'est que du coup, du fait de notre pratique ETP, on a beaucoup de techniques qu'ils n'ont pas, et notamment d'animation, etc. Enfin, on a une vision qui est vraiment complémentaire, je pense, et on pourra beaucoup apporter à la simulation en santé. Donc ça, c'était bon, les définitions, mais on n'a pas trop le temps, mais tu vas plutôt raconter ton expérience. Ouais. Alors, en fait, bon, là, je vais vous parler de cette expérience de formation en simulation relationnelle. Mais si on transpose en ETP, le BEP, c'est une relation et on pourrait tout à fait intégrer les techniques de simulation en santé dans les formations aux 40 heures et formations ultérieures en ETP de manière à justement faire évoluer les pratiques. Alors, donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une association qui regroupe des patients et des soignants formateurs qui, donc, nous sommes vraiment, nous travaillons complètement ensemble. Donc, l'idée, c'est justement, ça revient complètement à ce que Marie décrivait tout à l'heure sur le langage. Donc en fait, on est parti de cette idée finalement de former les étudiants en médecine, mais on le fait aussi en kiné, sage-femme, dentaire, voilà. Donc les étudiants à la relation de soins et surtout à la vigilance sur leur lexique. Et on parle de lexicovigilance, donc c'est un terme qui a été introduit par Irène Frachon, qui à Brest est incontournable évidemment. Donc voilà. Donc l'idée c'est que les étudiants s'interrogent sur l'impact chez le patient du vocabulaire utilisé par eux. Donc de les amener à une réflexivité, donc à analyser en temps réel leur vocabulaire, ce qui n'est pas facile. Et de voir les conséquences du non-verbal aussi. Et donc d'utiliser le principe de la communication verbale et non-verbale et de la communication thérapeutique pour améliorer la qualité des soins. Donc, Donc en fait, on se base sur un schéma et un constat de Catherine Tourette-Turgis, j'espère que vous voyez bien, qui met en lien la manière dont raisonne le professionnel de santé avec une structure logique, le recueil d'informations, l'élaboration du diagnostic médical, mais aussi du diagnostic infirmier, c'est pareil pour un kiné, etc. La proposition du plan de soins et l'adhésion aux soins. C'est l'attente du professionnel de santé, il a été formé comme ça. Donc, il va mettre en œuvre son intelligence rationnelle, sa logique d'efficacité thérapeutique, sa nécessité d'intervenir et voire de réussir avec une logique de guérison et le rapport que lui-même a à la douleur. Et en face de lui, et je pense que c'est ce qui permet de mieux comprendre cette frustration des patients quand ils sortent de la consultation, dont je parlais tout à l'heure, en face de lui, il a des patients qui vont arriver avec
le désir de comprendre ce qui leur arrive, comprendre comment fonctionne leur traitement, comprendre pourquoi lui et pas un autre, le désir de savoir, donc de s'approprier des savoirs aussi, un désir de transmission donc, qui est réciproque, désir de transmission de la part le patient attend de la part du médecin qu'il lui transmette quelque chose, mais lui, il a avant tout son désir à lui de lui transmettre ses ressentis, ses expériences, ce qu'il a acquis de sa vie avec sa maladie et avec ses traitements. Et ça, c'est vraiment capital dans l'attente du patient. Et le désir vital, bien sûr. Donc, il va y avoir va falloir faire converger tout ça. Donc, et juste pour dire que ce petit schéma, moi, je trouve que c'est un outil formidable à utiliser avec les étudiants pour expliquer justement les enjeux. Je trouve qu'il est vraiment assez parlant. À la fin de la formation, on leur distribue cet outil. Donc, on a de différentes formes de scénarios avec, qui vont de l'accueil à l'examen clinique, à la décision médicale partagée. Ce sont nous, les patients, qui rédigeons nos scénarios. Donc, il y a une grille bien structurée. On discute avec les soignants formateurs pour voir si c'est cohérent et si ça va répondre à des objectifs pédagogiques pour les étudiants. Ensuite, la simulation donc, se fait avec des patients et des soignants. Donc, le débriefing va se faire par les patients et par les soignants formateurs, selon une grille que nous avons rédigée, nous les patients. Et puis, il y a une évaluation des étudiants et par rapport aux patients standardisés dont parlait Lucie tout à l'heure, les comédiens, voire les étudiants qui jouent le rôle des patients, quand on fait l'évaluation, on leur pose toujours la question, est-ce que la présence de vrais patients dont le scénario est basé sur leur propre expérience de vie avec la maladie, est-ce que c'est une plus-value pour vous ? Ils nous disent oui, parce qu'en fait, on ressent des choses qu'on ne ressent pas avec les comédiens ou avec nos collègues étudiants. Voilà. Donc, et alors avant de finir là-dessus, puisque donc c'est basé sur la lexicovigilance dont je parlais tout à l'heure, pour revenir juste un petit mot sur ce que tu disais pour le français, pour les textes en français. Ça aussi, c'est un outil. Allez voir les associations de patients, les sites d'associations de patients. Toutes les grosses assos ont fait de la vulgarisation pour les patients et ça peut vous servir d'outil aussi parce qu'il y a plein de ressources dessus pour aider les patients à mieux comprendre leur pathologie et leur traitement. Donc, dans notre chapitre simulation en santé, un petit retour sur une piste aussi à travailler qui sont les conversations difficiles. Quand on dit conversation difficile, on entend la conversation difficile pas par le contenu, mais par... parce que quand on annonce une mauvaise nouvelle, ça reste... c'est difficile, le contenu est là. Mais plus des conversations où il y a un enjeu fort des deux côtés. Et il va falloir un peu pouvoir mener cette conversation sans être embarqué dans de l'affect ou de la colère, dans les émotions pour arriver à son objectif. Et donc nous, on teste ça avec une société de formation et un partenariat avec un laboratoire. Et c'est juste pour vous dire, parce que là, j'ai évidemment pas le temps de détailler ça, mais qu'on a pu faire des sessions, que ce soit en présentiel ou en visio, ça marche très bien. C'est du jeu de rôle où cette fois-ci, on mélange tout le monde. Et alors moi, ça, je trouve que c'est extrêmement puissant. On mélange donc des patients et dans les soignants, on mélange vraiment du pluriprofessionnel et les administratifs de l'hôpital. Et quand je dis administratif, il y a eu la directrice des 2 hôpitaux ou une directrice adjointe. Il y a des directeurs qualité, etc. Et donc, c'est en fait, moi, j'avais jamais eu l'occasion en fait de me retrouver sur des ateliers pluriprofessionnels comme ça où on mélange tout le monde et on va jouer des jeux de rôle sur des conversations difficiles. Qui peuvent être dans le soin ou pas, mais bon, on prend quand même pas mal de scénarios de soins. Donc ce sont les participants qui proposent que la situation et on la joue. Et après, tout le monde donne son avis, on peut rejouer la scène, c'est extraordinaire.
C'est extraordinaire, bien sûr, parce que là, c'est plus tant la question de patient-soignant, on est tous réunis autour de la relation de soins, et les compétences de tout le monde sont importantes. Une patiente qui fait, des conseils de management à une directrice adjointe, c'est chouette, et ça se passe très bien. Enfin voilà, il y a plein de moments comme ça qui sont magiques, et en fait, ça permet, enfin il y a plein de choses qui se passent dans ces ateliers, voilà. Donc ça, c'est une thématique qui peut se travailler, et en fait, c'est comment outiller les gens à mieux aborder des conversations difficiles, en tout cas à se rendre compte qu'ils sont dans une conversation difficile, parce que ça, c'est difficile, justement quand on est surpris. Donc là, maintenant, c'est des outils pour se rendre compte qu'on y est, et quand on y est, c'est un peu comment je m'en sors, et en fait, ça s'apprend. En tout cas, on peut s'améliorer. Et ça, forcément, ça va améliorer l'alliance thérapeutique. Un dernier point sur la réalité virtuelle, parce que pour l'instant, c'est pas du tout, c'est très peu développé pour les patients. Alors nous, on a un projet là, qui est financé par la Fondation de France, où l'idée, c'est d'essayer de proposer d'être en immersion dans un... Donc on utilise un logiciel d'anatomie, et on peut se retrouver en immersion dans un organe. Alors je sais, c'est bizarre, mais en fait ça a commencé parce que quand on m'a mis un casque de réalité virtuelle, je faisais le DU de pédagogie, et j'ai testé ça 5 minutes, et donc je suis rentrée dans un cerveau, et en tant que neurologue, je sais pas, il s'est passé un truc. Non mais j'ai trouvé ça hyper puissant comme sensation d'être au milieu d'un cerveau complètement, vous voyez, voilà, en haut, en bas. Et j'ai trouvé que c'était très puissant. Je me suis posé la question si ça pouvait être un outil d'aide à l'apprentissage pour les patients, en fait. Et donc, du coup, on a monté un projet, et l'idée, c'est de le proposer aux patients qui sont dans des programmes d'éducation thérapeutique, pas tous les patients, ceux qui le souhaitent, et de rentrer comme ça, peut-être dans l'organe qui pose problème, ou en tout cas, de façon toujours très accompagnée, bien sûr. C'est pas juste pour aller faire... c'est pas Disneyland, on est bien d'accord. Hein. C'est pour d'être accompagné par l'équipe ETP qui connaissent, et que ce soit vraiment un outil d'apprentissage. Donc on est en train d'essayer de construire ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, je peux vous dire, c'est un outil très puissant pour amener les gens, pour rassembler les gens en fait, et que ce soit les soignants et les patients. Il y a, en rhumato, j'imagine, voilà, les patients qui vont aller voir ce que c'est, la membrane synoviale, etc., ça leur parlera mieux qu'un schéma, quoi. Et du coup, on peut mieux comprendre, quoi, en tant que patient. Moi, voilà, on va le tester, hein, je ne sais pas. On va voir. En tout cas, ça pose beaucoup de questions, et moi, je pense que ça peut effectivement être vraiment un outil. Après, on est dans la phase où on voit si c'est maniable, si c'est confortable. Et vous voyez, je suis allée, de ce côté-là, je suis allée au salon des seniors avec mon casque virtuel, pour le tester avec des seniors, parce que on peut se dire la réalité virtuelle pour les seniors, parce que c'est pas si simple. Et puis moi j'ai par exemple mon programme AVC, j'ai beaucoup de gens qui ont plus de 75 ans, donc est-ce que c'est pertinent d'aller leur proposer un casque de réalité virtuelle, d'aller dans un cerveau? Et en fait ils ont adoré. La maniabilité, finalement, on y arrive, et sur le salon des seniors, j'étais la seule avec un casque de réalité virtuelle. Je trouve ça quand même dingue, parce qu'il y a tellement de choses maintenant qui sont proposées en réalité virtuelle. Et donc voilà, on est aux prémices, nous, de ce petit essai, mais voilà, sachez qu'en tout cas, ça se développe, et que probablement, c'est des outils qui, en tout cas, amènent vraiment les gens en dehors de sa zone de confort. Et l'idée de notre projet, c'était vraiment de proposer qu'un étudiant et un patient, dans le programme d'éducation thérapeutique, soient ensemble pour tester le casque, et qu'il y ait aussi ce changement de posture, qui découvre ensemble en fait l'anatomie via la réalité virtuelle, et qu'il y ait un peu ce changement de posture aussi, parce qu'on essaye de travailler sur le changement de posture dans la relation. Alors, est-ce qu'on a réussi notre challenge? Est-ce que vous avez découvert au moins un outil que vous ne connaissiez pas, ou une piste? Ouais, c'est bien, on a réussi. Bon, super. Merci beaucoup, et puis on répond à vos questions.